Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec Marc Chaubeau, le juriste de la CAPEB et CNATP de l'Aube, pour faire un point sur les nouveautés 2021 en termes notamment de tout ce qui va être social. Il y a un certain nombre de changements, je dirais, habituels en début d'année. Et le premier changement qu'on peut constater cette année, c'est l'évolution du SMIC. Alors, qu'en est-il sur ce sujet ? Alors oui, Nicolas, le SMIC a été réévalué de 0,99%, ce qui nous donne une base de 10,25 € brut horaire. Ce qui nous fait sur une base de 35 heures, 1554,58 €. Vous allez avoir l'ensemble des chiffres qui vont s'afficher sur votre tableau. Alors, je rappelle que 35 heures, c'est l'équivalent de 151,67 heures. Alors, c'est un petit peu particulier. J'explique un petit peu parce qu'on les retrouvera dans les tableaux suivants. Il s'agit en fait du calcul de 35 heures multiplié par 52 semaines et divisé par 12 mois. Second sujet, c'est l'incidence du SMIC aussi, c'est la grille de rémunération des apprentis dans le bâtiment. Alors là-dessus, on a une évolution également. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, la rémunération des apprentis est complètement liée à l'évolution du SMIC, puisqu'on va de, vous le verrez sur le tableau qui apparaît, de 40% à 100% du SMIC selon l'âge de l'apprenti et selon l'année d'études. Très bien. Très bien. Alors, est-ce que cette évolution du SMIC a également une incidence sur les bases de rémunération des ouvriers, étames, cadres du bâtiment et des travaux publics? Alors, nous aurons des négociations paritaires annuelles qui interviendront un peu plus tard et qui feront probablement varier à la hausse. Donc, depuis le dernier tournage, où nous vous avions indiqué que les négociations paritaires n'étaient pas encore intervenues, nous avons obtenu les nouveaux chiffres. Donc nous sommes en mesure aujourd'hui de vous présenter les rémunérations minimales pour les ouvriers que vous voyez sur votre écran, celles pour les étames, sachant que pour les cadres, les valeurs par rapport à l'année dernière n'ont pas changé. Concernant les travaux publics, on est dans la même situation, hormis où pour les cadres, une réunion paritaire est intervenue le 28 octobre, qui elle a déterminé que l'évolution des cadres du TP ne changerait pas. Donc les valeurs restent celles de 2020. Et pour le paysage ? Alors pour le paysage, c'est tout à fait autre chose. Donc là, les tableaux vont vous apparaître les uns après les autres, puisque vous avez les ouvriers et les employés du paysage qui voient leur rémunération augmenter à compter du 1er février 2021, dans la mesure où ça paraît bien au journal officiel en janvier, ce qui devrait être le cas parce qu'il n'y a pas d'opposition actuellement. Donc les ouvriers et les employés du paysage et également les techniciens et agents de maîtrise du paysage, où on a une rémunération qui augmentait à la même date, au 1er février, ainsi que les cadres du paysage. Mais on va dire le paysage du paysage a changé. Très bien. Donc retenez en synthèse qu'on a une évolution des salaires pour les métiers du paysage et que pour le bâtiment et les travaux publics, seules les grilles de rémunération des apprentis évoluent et également le premier niveau, le premier échelon des ouvriers du bâtiment. Voilà. Et pour le reste, on est en attente des négos paritaires qui devraient nous parvenir sur le mois de février ou mars prochainement. Donc la nouvelle année, c'est également l'occasion de faire le point sur les frais professionnels avec
deux approches, l'indemnité de petit déplacement et l'indemnité de grand déplacement qui vont définir les caractéristiques particulières de notre secteur du BTP, notamment donc les indemnités de petit déplacement. Également, nous vous présentons les nouvelles indemnités de petit déplacement, indemnité de trajet, indemnité de transport, que vous devrez appliquer lorsque vos salariés vont sur chantier. On en profite pour vous signaler que très prochainement, nous mettrons à disposition des adhérents de la CAPEB et de la CNATP un nouvel outil. Alors les chiffres clés effectivement du BTP, mais également un nouvel outil en ligne qui vous permettra de faire le calcul de vos indemnités de petits déplacements à vol d'oiseau, comme c'est prévu par les conventions collectives. Donc un nouvel outil spécifique pour nos adhérents. Également, je vous rappelle que pour ceux qui en ont l'utilité, nous avons adressé à nos adhérents l'outil de gestion des heures du bâtiment pour 2021, mise à jour du planning 2021. Si jamais vous ne l'aviez pas reçu, n'hésitez pas à contacter nos services. Concernant les grands déplacements, alors là pour le coup les valeurs ont évolué à tous les niveaux pour 2021, que ce soit pour les repas, que ce soit pour les logements et également quelle que soit la durée du déplacement. Alors tous sauf un, c'est-à-dire l'indemnité concernant le repas pour les déplacements de plus de 3 mois jusqu'à 24 mois inclus, où là on est toujours à 16,20 € d'indemnité de repas. Alors, toutes les valeurs, les nouvelles valeurs s'affichent sous vos yeux actuellement et évidemment, si vous souhaitez les recevoir, vous les aurez dans les chiffres clés que nous vous adresserons très prochainement. Alors une disparition pour cette année 2021, on avait la fameuse PEPA, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, qualifiée donc de PEPA, de prime Macron ou de prime gilet jaune. Cette prime qui était exonérée de cotisations et de contributions CSG, CRDS devait être initialement versée avant mars. Il y a eu plusieurs reports qui ont été liés à l'évolution de la crise Covid, pour être fixé en but ultime au 31 décembre 2020. Donc les employeurs qui ne l'ont pas versé en 31 décembre 2020 ne peuvent plus le verser et cette prime ne sera plus reconduite en 2021. Alors 2021, c'est aussi un flot de nouveautés, on va dire, ou en tout cas de choses à préciser concernant tout ce qui est congé et RTT, récupération du temps de travail. Est-ce que tu peux nous en dire quelques éclairages sur ces nouveautés ? Oui, absolument. Alors, une nouvelle allocation qui va être attribuée en cas de décès d'un enfant à compter de la 20e semaine de grossesse et jusqu'à l'âge limite de 24 ans. Et qui sera versé en fonction de ressources, en fonction des ressources et de la composition du foyer. Ça, c'est une première chose. Le congé pour décès d'un enfant existait déjà. Le congé était de 5 jours. Il a été porté à 7 jours depuis le 1er juillet 2020. Il s'appliquait et il s'applique toujours en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, ou quel que soit l'âge de l'enfant décédé, si ce dernier était lui-même parent, ou troisième cas, pour le décès d'une personne toujours âgée de moins de 25 ans, qui est à charge effective et permanente du salarié. Donc ça existait, le nombre de jours avait été porté de 5 à 7, va s'ajouter à ce premier congé un congé de deuil, qui est mis en place par l'article L 3142-1-1 du Code du travail, qui va être cumulable avec celui qu'on vient de voir. Il est applicable dans les mêmes conditions, c'est-à-dire dès lors que l'enfant ou la personne à charge effective et permanente du salarié a
moins de 25 ans. Il y a une suppression du délai de carence pour l'arrêt maladie. Cet arrêt, ce jour d'arrêt est porté à 8 jours, donc toujours indépendamment du premier congé qu'on a vu. 8 jours fractionnables, qui sera pris en maximum 3 fois. Il y a un décret qui viendra un petit peu dire ce qu'il en est, mais déjà on a ces éléments-là. Et il n'entraîne aucune baisse de rémunération. Ce sera les mêmes conditions que pour les modalités d'un congé de maternité qui s'appliquera. Enfin, dernière chose, on avait déjà vu ça fin 2020 avec la crise sanitaire, les employeurs peuvent imposer ou modifier certains congés, alors uniquement suite à un accord d'entreprise, c'est-à-dire il faut d'abord conclure un accord d'entreprise pour le mettre en place. Donc l'accord d'entreprise, en 2 mots, il faut, comme c'est précisé, un accord avec les salariés qui aboutira à une prise de décision. Donc sous réserve de cet accord d'entreprise, l'employeur peut imposer jusqu'à 6 jours de congés payés maximum, moyennant un délai de prévenance d'1 jour franc pour les congés qui peuvent être pris jusqu'au 30 juin 2021. Donc 6 jours de congé ou 10 jours de RTT. Ce sont les deux conditions. Très bien. Donc en matière de congé, on a également une autre conséquence qui a trait à la monétisation des jours de congé, c'est-à-dire qu'aux renonciations à des jours contrepartie. Effectivement. Alors, a été introduit la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de ce qu'on appelle monétiser leur congé payé. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un salarié qui, en raison d'une période d'activité partielle, aurait une réduction de son salaire, a la possibilité de renoncer à ses jours de repos et que ceci soit converti sous forme d'indemnité pécuniaire. Alors évidemment, il faut que cela s'organise sous la forme d'un accord d'entreprise là également. Donc c'est proroger cette possibilité jusqu'au 30 juin 2021. Et chose importante, il faut informer la caisse de congés payés du bâtiment préalablement, en tout cas le plus tôt possible, dès qu'on a l'information de cette monétisation. Puisque c'est, rappelons-le, dans notre secteur, la caisse de congé qui gère un petit peu tous ces échanges. Tout à fait. Alors Marc, l'année 2020 a été marquée par l'utilisation exceptionnelle de ce qu'on appelle l'activité partielle. Où en est-on de l'activité partielle? On sait qu'on a l'activité partielle de droit commun, l'activité partielle de longue durée. Il y a différents dispositifs qui ont été mis en place. Où en est-on pour 2021 et surtout où en est-on pour les entreprises du bâtiment? Eh bien, regardez donc le tableau qui s'affiche. Vous avez donc, comme on l'a dit, l'activité partielle de droit commun qui concerne le maintien dans l'emploi, et pour lequel une demande officielle doit être faite auprès de la directe pour obtenir une allocation de l'État. C'est la directe qui va dire si oui ou non vous pouvez en bénéficier. Donc sur votre tableau, vous verrez que les éléments changent selon qu'on se situe avant le 31 janvier ou à partir du 1er février. Vous avez la totalité des éléments, je ne vais pas revenir dessus ou le détailler. Je voulais simplement dire que les deux dispositifs de l'activité partielle de droit commun et celle de longue durée ne se cumulent pas à un même moment et pour le même salarié. Ça paraît normal, mais je pense qu'il fallait quand même le redire. Concernant l'activité partielle de longue durée que vous avez dans le deuxième tableau, en fait, là, c'est un peu plus complexe dans la mesure où il s'agit toujours de diminuer l'horaire de travail d'un ou de plusieurs salariés dans la limite de 40%,
qu'il s'agit d'une mise en place qui peut être faite sur une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 3 ans, et elle est également conditionnée à un engagement de l'employeur en matière du maintien de l'emploi dans l'entreprise. Et là, ça suppose un accord collectif également, parce que ça ne se prend pas de manière unilatérale par l'employeur. Donc on est bien d'accord, les entreprises du bâtiment, donc secteur dit non protégé actuellement par rapport à l'épidémie, à la pandémie sanitaire, peut bénéficier de ces deux dispositifs, même si les montants ne sont pas forcément les mêmes que pour les salariés, les catégories sinistrées comme la restauration, l'hôtellerie et ainsi de suite, mais on a toujours le droit actuellement, si besoin était, pour une entreprise du bâtiment, de faire une demande d'activité partielle de droit commun ou d'activité partielle de longue durée. Tout à fait, on peut le solliciter. Après, ça sera conditionné, le versement sera conditionné par l'accord de l'aide directe en fonction des éléments que vous fournirez, bien entendu. Tout à fait. On a également, en ce début d'année, voulu redire un mot concernant les arrêts de travail spécifiques pour la Covid-19. Est-ce que tu peux nous repréciser les choses, Marc, en ce début d'année ? Oui, alors c'est un petit peu plus complexe aussi. C'est un décret du 8 janvier 2021 qui vient donc juste de paraître. Il s'agit d'une dérogation qui est relative aux bénéfices des indemnités journalières et des conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé pour lutter contre la Covid-19. Et à noter quand même que ça ne peut pas s'appliquer aux salariés qui peuvent bénéficier d'un placement en activité partielle. Donc à réserver à ceux qui ne peuvent pas avoir une activité partielle. Alors les assurés, quand on parle d'assurés, c'est à la fois les salariés et les travailleurs indépendants qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer de travailler, y compris à distance, le télétravail, mais enfin dans notre domaine du BTP, c'est souvent le cas, peuvent bénéficier d'un arrêt de travail qui est indemnisé dans les conditions suivantes. Alors là, je me réfère un petit peu à mes notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses. L'assuré doit être une personne vulnérable, à voir où est la limite, mais bon, ça reste un petit peu dans ce qui avait été déterminé par les textes précédents. L'assuré est contraint de rester à domicile pour garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant en situation de handicap, et là, quel que soit son âge. L'assuré peut être aussi un cas contact qui est recensé par l'assurance maladie, ou alors, un peu plus grave, il présente les symptômes du Covid, enfin de la Covid, et il doit dans ce cas-là passer le test dans les 2 jours, et il sera en arrêt jusqu'à la fin du processus en fait. Ou alors, l'assuré a fait l'objet d'une mesure de placement en isolement dès lors qu'il revient de l'outre-mer. C'est peut-être un petit peu plus, un peu plus rare. Mais... Donc en fait, ces assurés, salariés et indépendants peuvent bénéficier d'arrêt de travail sans condition d'ouverture. Il n'y a pas de condition, sans délai de carence, donc c'est intéressant aussi, et sans que la durée des arrêts de travail soit prise dans le calcul des durées maximales d'indemnisation. Et le processus reste toujours le même, c'est-à-dire la déclaration sur le site déclare.amelie.fr. Déclare sans l'accent, bien sûr. Donc dernier volet de notre actualité sociale, la nouvelle mise à jour avec la dernière version des préconisations sanitaires de l'OPPBTP. Effectivement, une énième mise à jour de ce guide de l'OPPBTP qui est quand même l'ouvrage de référence pour nos entreprises en matière de sécurité sanitaire pendant la période que l'on connaît. Alors, cette dernière mise à jour, elle fait évoluer assez peu
le guide. Toutefois, il y a quand même deux choses notables qu'il faut relever. C'est tout d'abord concernant les déplacements pendant la période de couvre-feu, puisque on est désormais, depuis samedi, l'ensemble du territoire est couvert par la période de couvre-feu à 18 h. Donc il faut savoir que les salariés, vos salariés, si jamais, ou vous-même en tant qu'artisan d'ailleurs, mais ce n'est pas indiqué dans le guide, mais je vous le dis, si jamais vous deviez terminer un chantier après 18 h, vous devez absolument être muni d'une autorisation de déplacement complétée par l'employeur qui justifie donc le fait d'être en déplacement en dehors du couvre-feu, ou plutôt durant le couvre-feu, et cette autorisation peut être faite pour soi-même quand il s'agit d'un travailleur indépendant. Alors, première chose qui est couverte par le guide, et seconde chose, on vient d'en parler, ça fait le lien avec ce dont tu viens de parler, Marc, concerne la possibilité pour les salariés contacts ou symptomatiques d'obtenir directement sur le site internet Amélie, dont tu viens de parler, un arrêt maladie sans jour de carence. Donc, il s'agit là en fait d'accélérer vraiment le processus. On demande un arrêt de travail, 100 jours de carence, et ensuite le salarié concerné dispose de 2 jours pour effectuer un test PCR ou antigénique afin de confirmer ou d'infirmer son infection. En fonction du résultat, évidemment, il y aura une reprise de l'activité ou au contraire, une mise en arrêt, je dirais, conventionnelle ou du salarié, et ensuite tout le processus où on déclarera les cas contacts du salarié positif et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment les deux sujets qui sont traités aujourd'hui par le nouveau guide. Vous pouvez le télécharger évidemment sur le site de l'OPP-BTP ou le demander auprès des services de la CAPEB pour qu'on puisse vous adresser la dernière version de ce guide. Quant à l'attestation, vous pouvez la voir sur le site du ministère de l'Intérieur, et je précise qu'il y a une attestation qui est à l'usage des particuliers, mais qu'il y a bien une attestation aussi à l'usage des professionnels, et que c'est celle-là qu'il faut que vous utilisiez dans vos rapports avec vos salariés, et vous-même, si vous êtes indépendant. Dernier sujet, ou les deux derniers sujets dont on voulait vous parler. Le premier, c'est les nouveautés au niveau de la formation professionnelle. Alors sachez que pour vos salariés ou pour vous-même, si vous êtes gérant salarié de votre structure, le budget annuel de Constructis a été supprimé, c'est-à-dire que vous n'avez plus de limite en valeur absolue pour vous former. En revanche, évidemment, on reste quand même dans la limite des fonds disponibles et sur la base de 30 € de l'heure pour les coûts pédagogiques, auxquels on va venir ajouter 13 € de l'heure pour les coûts d'indemnité des salaires. Donc, mais il n'y a plus de budget annuel, donc c'est quand même plutôt positif. Et dans les périodes qu'on connaît aujourd'hui, entre intempéries et comment je dirais, éventuellement une réduction du travail du fait de la situation sanitaire, pensez à la formation pour vos salariés. Deuxième cas, c'est la formation professionnelle des artisans eux-mêmes, travailleurs indépendants. Et là, pour 2021, le FAFCEA, qui est donc le Fonds d'assurance formation des artisans, a décidé de supprimer le plafond de 2 formations dans l'année, au profit d'un financement de 50 heures de formation dans l'année à hauteur de 25 € de l'heure. Donc sachez-le, pour certaines professions c'était vraiment important, puisque dans certains métiers, on pense notamment aux énergies renouvelables, les formations reviennent régulièrement et il n'est pas rare qu'on ait besoin de plus de 2 formations dans l'année. Donc ça, c'est quand même très intéressant. A contrario, sachez que tout ce qui est financement pour les permis CE et FCO sont supprimés. Donc il n'y a plus de financement pour ces formations-là. Supprimés. Donc il n'y a plus de financement pour ces formations-là. Dernier sujet, sont supprimés. Dernier sujet qu'on voulait évoquer avec vous, c'est la réglementation de ce début d'année concernant les véhicules de plus de 3,5 tonnes, pour lequel désormais les propriétaires de ces véhicules doivent avoir une signalisation spécifique
symbolisant les angles morts, ce qu'on appelle les angles morts sur donc les véhicules plutôt imposants, hein, puisqu'on parle des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Donc ça concerne évidemment nos entreprises. Si vous avez un ou des véhicules de plus de 3,5 tonnes, sachez que l'ACAPEB et la CNATP mettent à votre disposition des autocollants. Il en faut un minimum 3, hein, et voire même 5 sur les plus grands véhicules, notamment les poids lourds. Donc venez, appelez-nous et qu'on puisse vous remettre vos autocollants signalant les angles morts de vos véhicules. Voilà, on a fait le tour, je crois, Marc, des nouveautés à aujourd'hui en tout cas. Oui. Voilà. Pour notamment sur l'aspect social, évidemment, ça ne vous dispense pas de suivre nos actualités à travers de la newsletter, du site, de l'appli et j'en passe, pour toujours rester en éveil sur tout ce qui s'impose à vous. Voilà, bah Marc, il me reste à te remercier et puis à vous dire à tous, à bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. Alors, notamment sur l'aspect, ça ne vous dispense pas de suivre de la newsletter, du site, toujours rester en éveil sur tout ce qui s'impose.